La quête de sens au travail est personnelle et pourtant universelle. Que signifie réellement être bien dans sa vie professionnelle? Bienvenue dans Enquête de bien-être professionnel, le podcast où chaque conversation éclaire notre chemin vers un épanouissement authentique au travail. Je m'appelle Davy Depay, fondateur de Sensei, qui a accompagné plus de 15 000 personnes ces 3 dernières années. Ensemble, nous explorerons ces questions que nous nous posons tous sur le bien-être au travail et le sens que l'on donne à nos carrières. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans cette enquête intime vers plus de sens et de sérénité. Et aujourd'hui, un format hors série. On pourrait répondre à plusieurs questions qu'on a pu avoir. Effectivement, vous êtes nombreux à nous demander du concret sur le CV, la lettre de motivation. Quand vous entamez une reconversion, vous avez tendance à des fois vous dévaloriser et ne pas savoir comment vous vendre. Est-ce que c'est à votre avantage? Est-ce que c'est à votre inconvénient? Comment réussir un entretien d'embauche quand on a poursuivi un parcours de reconversion? En fait, on va tenter de répondre à toutes ces questions lors de ce podcast donc légèrement hors série, comme je l'évoquais. Je suis accompagné de Ryan Labrouki, donc Ryan, responsable du recrutement, notamment chez Sensei. C'est ça. Mais on a hâte d'entendre tout ce que vous avez à nous dire, puisque vous êtes le pro des entretiens d'embauche. On va aujourd'hui aborder 4 points. On va déjà se poser la question, pourquoi envisager une reconversion? Et oui, vous êtes nombreux à vous poser cette question. Est-ce que je devrais me reconvertir? Qu'est-ce qu'une reconversion? On va s'attarder déjà sur cette notion. Ensuite, on va répondre à la deuxième question, comment bien préparer son projet de reconversion? Et on va rentrer dans le concret. Troisième question, comment adopter la bonne posture lors d'un entretien d'embauche? Comment bien rédiger son CV? C'est quoi les tips pour une bonne lettre de motivation? Et enfin, on terminera sur le regard du recruteur, de notre recruteur Ryan, ce qui fait la différence, et vous pourrez bien évidemment nous donner tous vos tips et vos astuces. Alors c'est parti, allons-y. Pourquoi envisager une reconversion? Ryan, une première question que j'ai à vous poser. Qu'est-ce qui amène aujourd'hui autant de personnes à envisager une reconversion? Je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de remettre du sens dans leur parcours professionnel, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, le parcours professionnel, enfin la vie professionnelle englobe aussi tous les à côté de la vie personnelle. Donc c'est légitime parce qu'on est dans cette quête-là tout le temps, permanente, de retrouver du sens, de changer de voie, de trouver une entreprise même qui véhicule les mêmes valeurs que nous. Donc c'est un besoin qui est vraiment légitime et qui s'ancre de plus en plus dans le contexte, on va dire, socio-économique qu'on rencontre aujourd'hui. Ce sont des personnes qui, bien souvent, ont fait la même chose toute leur vie sans réellement se poser la question. Et puis un jour, il y a un déclic. Le déclic, ça a été à un moment donné le Covid. Aujourd'hui, c'est plus je veux passer du temps avec ma famille. Je me rends compte que je passe à côté peut-être de ma vie de parent, à côté de ma vie de maman, de papa. Et ce sont des besoins qui sont vraiment légitimes. L'idée, c'est comment est-ce que, en tant que personne qui veut se reconvertir, je vais pouvoir amener la chose pour qu'elle soit acceptée, pour qu'elle soit viable et surtout pour qu'elle soit réalisable. Et c'est là en fait tout l'enjeu de la chose. Ok, très intéressant. Est-ce que je suis mis de côté de cette réflexion si je suis jeune, que j'ai terminé mes études il n'y a pas très longtemps, mais que je suis perdu? Ça ne s'adresse pas à moi du coup? Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Le parcours scolaire, c'est le premier cas, selon moi, et selon ce que je vois surtout au vu des CV qu'on reçoit tous les jours. On choisit souvent un parcours scolaire par défaut, entre guillemets, ou en tout cas, on n'est pas vraiment au courant de ce qui va se retrouver, des débouchés professionnels, etc. Donc on se lance à corps perdu dans un parcours scolaire, et puis on se rend compte, en fait, au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ou à la fin de notre master, que on n'arrive pas à se projeter pour les 5, 10, 15, 20 années à venir. Donc non, c'est totalement, on rentre totalement dans les cases. Et effectivement, le parcours scolaire, c'est la première cause aujourd'hui du besoin de reconversion. Eh oui, d'accord. Il y a quelques erreurs de casting des fois. Il y en a beaucoup, surtout qu'aujourd'hui, on ne vous laisse pas le choix. On n'a pas le temps de réfléchir. Vous avez 16 ans, vous allez passer le bac, et on vous demande tout de suite dans quoi vous voulez vous spécialiser. Donc c'est compliqué. C'est vrai. Ok. Est-ce que reconversion rime forcément avec je change diamétralement de carrière? Est-ce qu'on observe des reconversions qui sont nuancées ou est-ce qu'on passe forcément de comptable à jardinier? Il y a de la nuance de partout. Après, effectivement, il y a des cas extrêmes. Chez Sensei, on a pu en voir pas mal.
Celui qu'on aime beaucoup donner, c'est du comptable à la couturière, par exemple. Mais il y a de la nuance, effectivement. Il y a des personnes qui sont dans le commerce sur des postes très opérationnels. La reconversion, ça ne veut pas dire que je pars du commerce. Ça peut simplement dire que à un moment donné, je ne me retrouve plus dans mon métier et je change on va dire d'axe de réflexion. Donc je peux passer d'un poste opérationnel à un poste un peu plus stratégique. Ça reste une reconversion parce qu'on change de métier, mais on n'est pas sur de la reconversion vraiment totale. Ok, merci beaucoup Ryan pour ces explications. Donc si je résume, la reconversion, c'est avant tout retrouver un alignement Exactement. entre nous-mêmes et notre travail. Et ça peut passer effectivement par un changement de mission, de tâche, de métier. Totalement, totalement. Et je voudrais juste ajouter une chose aussi, c'est que du côté recruteur, aujourd'hui, c'est plus un frein de la reconversion, comme ça pouvait l'être il y a quelques années maintenant. Aujourd'hui, ce qui va compter vraiment, c'est la cohérence du projet. Euh, J'en parlais tout à l'heure, la viabilité, la réalisation du projet, elle est ultra importante, voire plus importante même que le parcours. Peu importe que vous soyez, je vous donne l'exemple parce que chez nous, on a un pôle commercial qui est composé pas que de commerciaux de métier ou de formation. Vous voyez, donc ce qui est important aujourd'hui côté recruteur, c'est vraiment la cohérence du projet. Et ça vaut plus que le parcours, plus que tout. Une reconversion bien construite, c'est très souvent très bien perçu. Donc un parcours bien construit, c'est ça qui donne vraiment du sens, notamment lors d'un entretien avec un RH. Euh, Effectivement, pour rejoindre ce que vous dites, lorsque ça m'est arrivé de voir quelques profils qui candidataient à des offres d'emploi, euh, et j'ai vu un petit peu de tout. C'est-à-dire, des fois, il y a des personnes, elles ont fait 150 reconversions. Et là, c'est vrai qu'on sent il y a peut-être une instabilité et on sent qu'il n'y a pas forcément de cohérence. Et là, par contre, ça aura peut-être une connotation négative. Mais à l'inverse, quelqu'un dont on sent que le projet a été construit, il y a une logique, il y a une histoire et surtout le projet a été validé, a été rendu légitime. Là, vraiment, ça apporte du corps et je dirais même c'est même un plus pour le candidat. Tout à fait. Ce qui m'amène peut-être au deuxième point, comment bien préparer son projet quand on souhaite se reconvertir. Bah, en fait, le départ, quand on parle de projet de reconversion pour aller postuler en entreprise, on pourrait croire que c'est le CV. Le vrai départ d'une reconversion, c'est pas le CV. En tout cas, quand on vient postuler, c'est la prise de conscience. C'est de se dire j'ai envie de bouger, mais je sais pas par où commencer, je sais pas quoi faire. Il y a différents moyens qui existent. Forcément, aujourd'hui, je vais parler du bilan de compétences puisque c'est ce que l'on fait chez nous, mais il y a différents moyens. Il y a le bilan de compétences d'un côté, on peut parler de mentorat aussi, on peut faire des échanges avec des pros d'un secteur qui nous intéresse. L'idée, c'est vraiment de commencer à savoir pourquoi est-ce que je veux changer. Quel a été le déclic profond qui fait qu'un jour je me réveille et j'ai plus le pourquoi. Ensuite, on va parler de mettre en place forcément ce projet-là. Eh bien, c'est apprendre à se connaître, notamment grâce à des outils comme le bilan de compétences qui facilitent justement cette démarche-là, à clarifier vraiment ce que l'on cherche vraiment. C'est-à-dire, dans 3 ans, dans 5 ans, où est-ce que je me vois, comment est-ce que je me vois, et dans quelle situation professionnelle. Et ça, c'est très 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 important. Donc ça passe vraiment par cette prise de conscience et ce travail d'introspection qui est vraiment vraiment la base d'une bonne reconversion. En tout cas d'un point de vue recruteur, parce que quand on arrive en entretien, et j'en vois quasiment tous les jours, des gens qui me disent je veux être commercial, je veux travailler en administratif, je veux faire du marketing. Pourquoi? Ben, je sais pas. Et là, effectivement, ça coince. Ouais. Quand, à contrario, j'ai des personnes qui me disent moi je veux être commercial parce que je sens que c'est fait pour moi. Je sais que j'ai échangé avec différents pros du secteur. J'ai même eu l'occasion d'échanger avec différentes personnes qui travaillent chez vous, qui m'ont expliqué le concept, qui m'ont expliqué le métier, l'émission. Je sais que c'est fait pour moi et je veux absolument tenter l'aventure. Et bien effectivement, quand on se met dans la place du recruteur, on laisse la chance à la deuxième personne. Eh oui, donc en fait, c'est vraiment la jauge va être placée sur l'intérêt et la motivation Exactement. que porte la personne au poste, même si à la base, c'est pas son domaine, c'est pas son métier originel, Tout quoi. à fait. Ce que vous dites, ça me fait penser à ce qui se passe maintenant dans beaucoup de gros groupes, grosses entreprises. Dans les services RH, il y a de plus en plus de postes maintenant qui ont pour intitulé d'être responsable du capital humain. Mhm. Et à travers ce poste, l'idée est effectivement d'aller chercher le potentiel chez des gens sans forcément qu'elles détiennent les compétences, Mhm. mais plus en se basant sur la motivation profonde de la personne. Donc ça fait écho à ce que vous dites dans le sens où quand
le projet professionnel résonne vraiment avec ce qu'on a au fond de nous, là ça a du sens, Exactement. là ça inspire la confiance du recruteur. Exactement. C'est pour ça que même chez Sensei, aujourd'hui, on privilégie vraiment le recrutement sans CV. Quelqu'un qui se déplace, qui vient nous voir en nous disant, voilà, je veux travailler, j'ai vu une annonce. Bon, on ne regarde pas le CV, en fait, parce que la démarche en elle-même est suffisante. Alors effectivement, il faut un CV pour pouvoir postuler sur Indeed, sinon c'est compliqué, mais on essaie vraiment de faire abstraction et de recruter aux soft skills, c'est-à-dire au savoir-être, aux compétences intrinsèques. Au niveau du pôle commercial, ça peut être sur le relationnel, ça peut être sur la proactivité. Après, sur des postes un peu plus techniques, forcément, on doit s'en référer aux compétences techniques, mais sur des métiers qui peuvent s'y prêter, mais effectivement, on privilégie vraiment les soft skills, pour en revenir à ce que vous disiez, parce que c'est une manière aussi de valoriser l'humain en dépit d'un parcours qui parfois peut ne pas être totalement linéaire. Et ça, c'est important aussi dans une démarche d'inclusion de personnes qui viennent de différents horizons. Excellent, ça fait du bien à attendre parce que des fois on a un peu des préjugés, je pense, qui, qui proviennent de ce qui se faisait depuis de nombreuses années, où c'est le CV, le CV, le CV, le niveau d'études, l'expérience. Aujourd'hui, il y a d'autres facteurs maintenant qui priment. Et effectivement, le marché du recrutement évolue avec ces choses-là. Une dernière question me vient en tête par rapport à cette question, vers qui s'adresser pour ne pas rester seul. Il y en a beaucoup qui sont dans cette réflexion de reconversion, qui à l'heure actuelle sont salariés, peut-être que vous vous reconnaissez en tant qu'auditeur, qui sont salariés dans une entreprise, qui peut-être aiment bien leur entreprise, mais par contre vraiment voilà, atteignent ce point de ras-le-bol par rapport à leur métier, ne s'y retrouvent plus. Est-ce que le RH de son entreprise peut être un allié dans cette quête de réflexion? On sait que le RH de plus en plus évolue aujourd'hui, notamment avec voilà, des nouveautés en termes de réglementation depuis début juillet sur les entretiens professionnels. Est-ce que le RH peut apporter quelque chose dans cette réflexion? Quelles sont les limites aussi du RH à ce niveau-là par rapport au projet professionnel d'une personne? Alors le RH doit, même à mon sens, être partie prenante dans le projet même de mobilité d'un salarié. Euh, et encore une fois, pour faire écho à ce qui se fait chez nous, chez Sensei, euh, je ne sais plus compter le nombre de personnes qui ont bougé au sein de l'entreprise, j'en suis la preuve, mais c'est le cas pour beaucoup de monde. Euh, le RH, et en tout cas pour ma part, ça a été vraiment, pour ma part à moi, notre RH a été vraiment une force moteur pour me permettre aussi d'évoluer dans ces différentes sphères dans lesquelles j'évolue aujourd'hui. Et ça doit être, à mon sens, le cas pour tout le monde. Maintenant, je suis entièrement d'accord avec vous, Ryan, sur le fait que l'entreprise, au-delà du RH, mais joue un vrai rôle dans la reconversion, dans la mobilité. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles histoires qui déjà commencent dans l'entreprise. Encore une fois, je ne vais pas redire ce que vous venez d'expliquer, mais c'est vrai que chez Sensei, il y a énormément de personnes qui sont passées d'un poste à un autre, d'un métier à un autre. Et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui jouent le jeu. Maintenant, peut-être aussi qu'il y a des entreprises qui sont soit fermées à ce type de mobilité interne, soit c'est tout simplement pas possible dans le cadre de l'entreprise. Alors, est-ce que le fait d'aller voir un organisme tiers, on parlait de bilan de compétences, il y a aussi le CEP, Conseil en évolution professionnelle, il y a les transitions professionnelles aussi, les associations régionales de transition professionnelle, qui peuvent être de bons interlocuteurs. Est-ce que ça a son sens? Clairement. Clairement, c'est des dispositifs qui souvent sont pas très connus quand on est salarié dans une entreprise, qui doivent encore, à mon sens, être démocratisés. Mais par contre, oui, ils ont une partie, enfin, ils ont une place qui est prépondérante dans un projet comme celui-ci et qui doivent être consultés à chaque fois, en effet. Ok. Merci Ryan pour ces explications. On va passer à la troisième question. On va rentrer un peu plus dans le concret. On va parler CV, lettre de motivation et posture. Alors, on y arrive à ces fameuses questions. Euh, Qu'est-ce que vous attendez, Ryan, vous en tant que recruteur, et vous envoyez passer des CV? Qu'est-ce que vous attendez d'un CV, notamment d'une personne qui serait issue d'un parcours de reconversion? Alors, je vous parlais tout à l'heure du recrutement aux soft skills. Donc c'est vrai que le CV aujourd'hui, on essaye de faire abstraction pour faire place à l'humain, parce qu'on est sur des métiers qui sont humains, encore une fois. Mais si demain je dois recruter qui ait une compétence technique, ça nous arrive assez régulièrement chez Sensei, le CV aujourd'hui c'est
pas juste un papier avec mon nom, mon prénom et mes expériences, c'est une vraie stratégie. Ce que j'attends d'un CV aujourd'hui, d'un bon CV, c'est dans un premier temps qu'il puisse me dire en quelques secondes qui je suis, enfin qui est la personne, ce qu'elle recherche et ce qu'elle a fait. Voilà. En un clin d'œil, je vois, ok, je comprends, je sais qui elle est, je sais ce qu'elle a fait et surtout je sais pourquoi elle postule. Ça, c'est ultra, ultra important. Donc peut-être sur la forme, maintenant bon, il y a beaucoup de logiciels qui permettent de créer des CV dynamiques, mais peut-être une petite phrase, un petit mot qui permet d'expliquer le contexte dans lequel on postule. À éviter les logiciels qui font les CV. Nous, on n'est pas concerné parce qu'on n'utilise pas d'ATS pour le tri de nos CV, on le fait à la main. Mais quand on veut postuler dans une entreprise, dans une grande entreprise ou autre, qui utilise des ATS, ce qui est conseillé aujourd'hui, c'est le CV type finance. Le CV type finance, c'est du noir et du blanc, donc papier blanc, écriture noire, rien d'autre, pas d'image, rien, pas de photo, nom, prénom, adresse mail, etc. Et puis du texte brut. Ça fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'ATS va trier des CV pour les recruteurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'aiment pas les CV Canva, ils n'aiment pas les CV fait avec Photoshop, ils n'aiment pas tout ça. Ce qui fonctionne vraiment, c'est ce CV-là type finance. Je vous inviterai à aller regarder, vous renseigner pour les personnes qui nous écoutent. Le CV type finance fonctionne très bien. Donc c'était juste la petite aparté. D'accord, donc juste pour nos auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est un ATS, beaucoup de groupes utilisent des logiciels de traitement de la gestion des candidats et on appelle ces logiciels des ATS. Et c'est là-dedans qu'ils vont recevoir toutes les candidatures avec les CV. Et vu que c'est un robot, l'ordinateur, qui va analyser les CV, là, ici, il est conseillé d'avoir un format très simple de CV. Exactement. Mais est-ce que ça ne va pas, du coup, à l'encontre aussi de la personnalisation et du fait de se distinguer ? Si, tout à fait. Alors, comment trouver le juste milieu ? Eh bien, tomber sur une entreprise comme nous qui n'utilise pas d'ATS déjà, c'est pas mal. Après, au niveau de la personnalisation, il faut rester très sobre. C'est pas non plus une œuvre d'art. Sur des métiers style marketing, par exemple, effectivement, c'est bien d'avoir sa touche, etc. Ça, c'est ultra important. Sur des métiers administratifs, comptables, on va dire support de manière générale, commerciaux, etc. Pour ma part, j'y prête pas très attention. C'est pas ce sur quoi on va regarder. J'aurais peut-être un petit conseil à donner aussi pour compléter ce qu'on vient de dire. On a compris, sur la majorité des entreprises, c'est des robots qui analysent les CV pour faire une présélection. Maintenant, rien n'empêche, en parallèle, quand on a trouvé une entreprise dans laquelle on aimerait se positionner, et attention, je distingue bien le fait de candidater en masse à beaucoup d'offres, je parle vraiment des entreprises qui nous ont touchés. Peut-être, en plus d'une candidature classique via les job boards qu'on connaît tous, pour ne pas les citer, peut-être prendre l'initiative d'envoyer un CV qui, cette fois-ci, peut-être peut être personnalisé, peut être différent, l'envoyer sur la boîte mail de contact qui est proposée sur le site internet, par exemple. Tout à fait. Voir, et je l'ai déjà observé en personne, une personne qui était venue ici pour indiquer qu'elle avait postulé. Elle m'avait remis entre les mains un petit livret relié avec son CV, avec une lettre de motivation, et on y viendra tout à l'heure. Et en fait, j'ai trouvé cet acte tellement différenciant de tout ce qu'on voit d'habitude, une multitude de CV impersonnels, que j'ai vraiment pris le temps de recevoir cette personne dans mon bureau, et ça a fait la différence. Je me souviens même l'avoir embauché. Donc peut-être aussi jouer sur la différence de choses qui se font peut-être de manière massive pour essayer de marquer l'intérêt du recruteur. Exactement. Il y a un nombre très conséquent de personnes qui postulent forcément sur une offre d'emploi. Là, le sujet du podcast, c'est la reconversion. Donc, on cible vraiment les personnes en reconversion. Imaginez qu'il y ait une énorme masse de personnes qui postulent. Vous êtes en reconversion, vous ajoutez à cette masse. Vous ne vous différenciez pas. Ça va être compliqué pour vous d'obtenir ne serait-ce qu'un entretien. Moi, ce que je vous conseille, c'est pour le CV, en tout cas pour vraiment parler du CV, c'est 4 conseils très simples. C'est le premier, c'est d'adapter le vocabulaire à la cible. C'est de mettre un titre qui est explicite, en reconversion vers le métier de ça ou ça. Voilà, ça, deuxième conseil. Le troisième, c'est de mettre en avant ce que je vous disais tout à l'heure, les soft skills. Et surtout, une notion qui est ultra importante, c'est les compétences transférables. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans mes anciens métiers que je vais pouvoir dupliquer et transférer sur ce métier actuel que je vise. Et puis ensuite, c'est de montrer que vous avez déjà touché le nouveau métier.
Ça, c'est important, on en parlait tout à l'heure, des enquêtes, du bénévolat, des formations, j'ai monté un projet en parallèle de mon travail, j'ai fait des stages, enfin, montrez vraiment que vous avez un intérêt profond pour ce travail-là. Ça, c'est pour la partie CV. Et puis ensuite, pour venir appuyer et ce que vous avez dit, effectivement, vous savez que c'est l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler. On parlait de valeurs tout à l'heure. Les gens ont besoin de travailler pour des entreprises qui partagent leurs valeurs, qui véhiculent les mêmes principes qu'eux. Eh bien, allez-y en personne. Rien qui vous. Alors, effectivement, si vous postulez chez L'Oréal, ça va être compliqué d'aller. Bien sûr. Mais si vous avez la chance d'être en province et de vouloir travailler dans des TPE, dans des PME, la porte est toujours ouverte, vous pouvez toujours y aller. Vous en avez parlé il y a quelques instants, avec un CV, une lettre de motivation, votre personnalité, votre sourire, et expliquer pourquoi vous voulez ce poste-là. Et ça fait la différence. Vraiment, ça fait la différence. J'insisterai aussi sur le fait que dans toutes ces entreprises, qui d'ailleurs représentent la majorité des employeurs en France, hein, les PME aujourd'hui ont des difficultés à recruter. Donc ça, ne le sous-estimez pas. Si vous souhaitez candidater dans une entreprise qui vous plaît, vous rendre sur place, montrer que vous êtes motivé, surtout si vous êtes en reconversion. En fait, ça devient une force qui vous différencie des autres. Et vous pouvez même montrer à travers votre CV et votre lettre de motivation, qui est très honnêtement quelque chose qui se fait plus trop aujourd'hui. Vous pouvez créer la différence et montrer pourquoi vous êtes encore plus motivé que les autres. Parce que vous êtes en reconversion. Et le fait de venir solliciter un entretien en direct en vous présentant en présentiel chez ce futur employeur avec un dossier bien préparé, un joli CV, une belle lettre de motivation et un beau discours qui explique toutes vos motivations et qui explique votre projet de reconversion, bah, je pense que ça fait mouche et je pense que, sans trop m'avancer, mais qu'il y a de très fortes probabilités pour que le poste soit à vous ou qu'en tout cas vous soyez dans la shortlist du recruteur. Totalement. Totalement. Et ça, c'est à ne vraiment pas prendre à la légère. Prenez le temps de vous différencier. Réfléchissez à comment vous pouvez vous différencier. Dites-vous que pour un poste chez nous, on reçoit peut-être 100, 150 candidatures en une semaine et demie. Donc, comment est-ce que je me différencie des 150? Eh bien, il y a différents moyens. Et pour donner deux trois tips en plus, ce qu'on apprécie souvent, c'est les démarches personnelles par les mails, par LinkedIn également. LinkedIn, c'est assez facile d'utilisation pour les personnes qui ne l'utilisent pas encore. N'hésitez pas à vous pencher dessus parce qu'effectivement, c'est un bel élément de différenciation. Un message, une invitation, une visite de profil. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire sur LinkedIn qui font que effectivement, vous sortez de la masse. Et quand on doit traiter 150 CV, en toute franchise, on reste des humains. On prend celui qui s'est différencié en premier et puis ensuite, on voit pour les autres. Donc, n'hésitez pas. Ouais. Quand, Ryan, pour compléter ce que vous dites, quand on parle du fait de mettre en avant sa reconversion comme un élément différenciant, encore faut-il l'assumer et pas essayer de s'excuser d'être en reconversion. Exactement. Alors, comment faire justement pour assumer cette reconversion et avoir la posture qui va avec? Vous parliez tout à l'heure de la lettre de motivation. Dans le cas où vous ne pourriez pas vous déplacer, où vous n'avez pas la chance d'échanger tout de suite avec la personne qui est en charge du recrutement, la lettre de motivation, ça reste quand même un bel outil, hein, qu'on sous-estime un peu parce qu'il y a des idées véhiculées, comme quoi on ne les lit pas, comme quoi on s'en fout. Non, ça c'est faux. C'est faux. Une reconversion, elle doit être, à mon sens, accompagnée d'une lettre de motivation dans tous les cas. La lettre de motivation, elle n'est pas là pour vous justifier. C'est votre choix, c'est votre vie à vous, professionnelle, personnelle, c'est vos ambitions, c'est à vous, ça vous appartient. L'idée, c'est pas de se justifier. L'idée, c'est d'expliquer avec sincérité, avec transparence, pourquoi est-ce que je veux me diriger vers ce métier-là. Eh bien, il y a différentes raisons qui peuvent l'expliquer. Je veux passer plus de temps avec mes enfants, je veux profiter d'un équilibre vie pro-vie perso parce que je suis en restauration et que je travaille 60 heures par semaine, que je ne vois pas mon compagnon, ma compagne, et qu'aujourd'hui j'ai envie d'un équilibre à ce niveau-là. Il y a plein de raisons. N'hésitez pas à les expliquer si jamais vous avez envie de les véhiculer, effectivement. Ça, c'est comme ça, effectivement, qu'on vient derrière expliquer, en fait. Et je pense, hein, je m'adresse à vous auditeurs, mais n'hésitez pas à casser les codes. Une lettre de motivation, effectivement, je pense qu'il y a eu une époque où il y avait tellement de candidatures et tellement de lettres de motivation que les lettres n'étaient pas forcément lues. Et pour filtrer, on regardait le CV. Ce qui a emmené par la suite un gros focus sur le CV, créer des CV différenciants, et la lettre de motivation un petit peu aux oubliettes. Bah maintenant, du coup, c'est l'inverse. Vu que la norme est le CV, un CV bien préparé, etc., créer la différence avec une belle lettre de motivation et casser les codes. Vous pouvez très bien avoir un intitulé de lettre percutant. Pourquoi ma reconversion
Faites de moi le candidat idéal à embaucher pour ce poste. Et vous déroulez votre argumentaire. Et là, vous avez une lettre percutante qui touche le recruteur, qui attire son attention, qui fera qu'il ne faudra très certainement pas louper un entretien avec vous. Merci Ryan pour ces bonnes astuces. On va passer au dernier point, le regard du recruteur, ce qui fait la différence. Alors même si on en a déjà parlé plus ou moins, est-ce que vous voulez revenir sur 2-3 idées clés ? Qu'est-ce qui fait qu'un profil en reconversion va retenir l'attention ? Peut-être que vous-même, vous avez des exemples de reconversion réussie. Et voilà, vous voulez peut-être vous exprimer sur ce sujet ? Pour rebondir vraiment sur ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui on va être sensible à 2 choses principalement. La première c'est l'authenticité, je vous en parlais il y a quelques instants, et puis la seconde c'est la préparation. Savoir pourquoi je suis là et qu'est-ce qui fait que j'ai ma place ici. Si vous arrivez avec un projet qui est clair, avec une vraie motivation, une capacité d'apprentissage également, vous marquez des points, forcément. Le recruteur est très sensible à ça. Aujourd'hui, on recrute de plus en plus sur le potentiel, j'en parlais tout à l'heure, sur la posture, sur le projet. Ça également, il faut le mettre en avant. Voilà. Et puis, il y a énormément d'exemples de reconversion réussie, souvent parce que la personne, elle savait pourquoi elle voulait faire ce métier-là, elle savait expliquer quelle était sa place. Je peux vous citer l'exemple, sans citer de prénom, il serait très content, mais quelqu'un qui était chauffeur-livreur avant d'arriver ici et qui aujourd'hui est un des meilleurs commerciaux qu'on ait, qui a évolué au sein de l'entreprise. Il y a beaucoup d'exemples de reconversion réussie. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure et rebondir encore une fois, il faut savoir pourquoi je le fais. Il faut savoir comment je le fais, il faut être accompagné de la bonne manière aussi, et puis surtout il faut arriver à se différencier. Parce qu'une fois qu'on l'a fait, eh bien, quelle légitimité, c'est une autre question qu'on va soulever, mais quelle légitimité moi j'ai en tant que nouveau, entre guillemets, dans le domaine, quelle légitimité j'ai par rapport à des gens qui ont 10 ans d'expérience. Voilà. Ouais, on comprend, ce sera surtout ça l'enjeu. Et effectivement, plus on montrera qu'on est motivé, qu'on est apte à apprendre et qu'on peut nous faire confiance, plus on marquera des points. Merci Ryan pour toutes vos précisions. Peut-être pour terminer sur cette question, une erreur ou des erreurs à ne pas faire ou que vous observez peut-être de manière courante ? Ouais, la justification plutôt que l'explication, premièrement. Ne pas être préparé pour justement ces sujets-là, ne pas savoir expliquer en fait au recruteur pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui, et puis surtout le faire pour les mauvaises raisons. Ça c'est des erreurs. Le faire pour les mauvaises raisons, c'est je veux gagner plus d'argent, ouais super, sauf que tu vas peut-être te retrouver dans un métier qui ne te convient pas, à nouveau. Donc ça c'est les 3 erreurs, et puis les 3 conseils que je pourrais donner, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est l'inverse, c'est de savoir pourquoi je le fais profondément, quelle est vraiment ma force motrice, c'est d'être préparé pour le faire. Et puis surtout, c'est d'arriver en entretien en étant sûr de ma plus-value, de ma valeur ajoutée, en tant qu'être humain, avant même de parler de professionnel. Ok, merci beaucoup Ryan, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. On peut peut-être résumer ce qu'on a vu ensemble lors de ce podcast. On a déjà vu pourquoi est-ce qu'il fallait envisager une reconversion, quels doivent être les mobiles qui nous poussent à le faire. Et je pense que ça a bien été rappelé par Ryan juste avant. On a aussi compris que lorsqu'on se reconvertit, il faut bien préparer son projet pour qu'il soit pertinent et percutant et qu'il ne laisse pas de nous l'image de quelqu'un de versatile. Ensuite, on a vu quelle posture adopter lorsqu'on souhaite candidater à une offre d'emploi. On a eu beaucoup d'astuces qui nous ont été données pour bien réussir son CV, bien mettre en avant son expérience ou en tout cas sa motivation dans le cadre de cette reconversion, de cette quête de nouveaux projets professionnels. Et on a parlé aussi de l'intérêt d'une bonne lettre de motivation comme d'un élément différenciant. Et enfin, on a pu voir quelques conseils à adopter face à un recruteur pour faire la différence et les erreurs à éviter. On vous remercie beaucoup Ryan pour toute votre expertise et ces précieux conseils et on vous dit à bientôt pour le prochain podcast. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode a résonné en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous en visio avec un consultant Sensei pour exprimer librement votre situation professionnelle. Vous avez une question, un témoignage, une expérience à partager ? Écrivez-nous à podcast@sensei-france.fr. Vos mots nourrissent les futurs épisodes. Et pour continuer l'aventure, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux de Sensei. Tous les liens sont dans la description du podcast. Ensemble,
Faisons grandir cette enquête du bien-être professionnel. À très vite.